Ishimoku Kinkoyo, revue de marché, action bourse, tracker ETF du mardi 8 septembre. Il est 9h59, presque 10h. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire. Si vous venez ici pour la première fois, je vous en remercie premièrement et je vous souhaite la bienvenue. Je vous indique aussi que ces revues de marché n'ont pas pour objectif de partager un quelconque signal de trading ou un moindre conseil en investissement. Je ne donne pas de conseils en investissement, je ne partage pas de signaux. Je vous montre comment est-ce que moi-même j'analyse le marché des actions sous le prisme de l'Ishimoku et des chandeliers japonais afin de déceler d'éventuels signaux de trading qui n'engagent que moi, qui ne sont que pour moi, et des plans de trading. Ces revues de marché n'ont pas pour objectif non plus de vous enseigner l'utilisation de l'Ishimoku. Pour ce faire, vous avez le site qui apparaît sous vos yeux, normalement, avec toute une série de ressources que je vous invite à exploiter, aussi bien dans le menu vertical que dans le menu horizontal, ainsi que le forum qui a été en panne depuis hier soir, mais qui fonctionne de nouveau. C'était une panne de serveur aux États-Unis. Et vous avez aussi un petit panneau de configuration avec le logiciel qui est apparu sur votre écran, GoToWebinar, qui vous permet, grâce à un onglet, de poser des questions, faire des commentaires, et je les lirai toutes sans exception. J'en profite aussi parce que c'est ce panneau que vous utilisez pour me saluer et pour saluer toutes les copines et les copains qui sont avec nous. Donc, salut Rémi, Joe, Marc, Don, Tony, Michael, Anthony, bonjour, Bruno, Didier, Sandro, Henri et toutes les personnes qui vont arriver au fur et à mesure. Merci Didier de m'avoir indiqué que le son et l'écran est OK. Nous avons Don Tony qui dit bonjour aux copains et aux copines. Bonjour René, toutes les personnes qui vont arriver au fur et à mesure. Nous avons un programme chargé, donc c'est pour cela que j'insiste une nouvelle fois, mais en même temps, si des personnes arrivent en retard, elles ne l'entendront pas, sur le fait que je ne vais pas m'attarder sur des explications techniques concernant l'analyse avec l'Ishimoku. Soit vous savez déjà utiliser l'Ishimoku et vous allez comprendre extrêmement rapidement ce que je fais, soit vous ne maîtrisez pas encore l'Ishimoku, mais grâce à ce site que vous avez sous les yeux, vous avez de quoi le maîtriser en quelque temps. Donc c'est parti. Ah oui, il me reste à vous montrer quand même l'avertissement sur les risques. Prenez quelques instants pour lire et prendre conscience du fait que le trading, l'investissement avec Ishimoku, quoi que ce soit d'autre, sur les devises, les CFD, les actions, les futurs, les warrants, ce que vous voulez, les options, comporte un haut niveau de risque et que de ce fait, vous pouvez gagner ou perdre plusieurs fois le montant de votre capital. Je vous laisse lire. Bon, ici, il ne s'agit pas de CFD de toute façon, donc tout va bien. On est sur un marché régulé. Donc, c'est parti. Donc, comme promis sur Twitter et les réseaux sociaux, je vais essayer d'aller très très vite parce que si je décèle des opportunités de swing trading ou d'investissement sur les actions que j'ai en portefeuille ou les trackers que j'ai en portefeuille, je vous l'indiquerai au fur et à mesure de l'émission qui va suivre. Ça me prend beaucoup de temps de faire le tableau Excel que je publie sur le forum et puis à chaque fois, des fois j'entre ou j'arbitre, il faut que j'aille sur mon tableau Excel, rentrer, ça me prend un temps de dingue, j'arrive plus à suivre. Donc j'ai trouvé plus simple à faire. Par exemple, pour le Forex, etc., il y a longtemps que je ne l'ai pas fait, mais je continuerai à le faire. Je vous montrerai avec toute transparence toutes mes positions prises sur le Forex, etc. Mais là, il s'agit d'actions, donc je vous montre, je ne le ferai pas à chaque fois parce que ça prend un peu trop de temps. Je vous montre mon portefeuille en temps réel et en direct, comme ça, au moins, il n'y a pas de tergiversation. Les choses sont claires, nettes et totalement transparentes parce que ça me fait très plaisir. Contrairement à d'autres analystes qui disent ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, moi, je n'indique pas ce qu'il faut faire ou ne peut pas faire, mais en tout cas, je montre ce que je fais de façon très concrète. Donc, dans mon portefeuille, j'ai Air Liquide. Toutes les flèches vertes qui apparaissent sur l'écran, ce sont mes prises de position et mes renforts. Ici, c'était un arbitrage, une prise de bénéfice, et puis je me suis renforcé au fur et à mesure. Donc, Albioma, les énergies renouvelables, vous avez une première prise de position ici, vous en avez une seconde ici, donc dans le fameux suivi de tendance, très à la mode, le trend following. Alstom, voilà, toutes les flèches vertes, je vous les laisse regarder, sont toutes mes prises de position et mes arbitrages. Comme ça, quand je fais des erreurs, quand je sors trop vite ou quand je tergiverse, vous pouvez aussi voir mes erreurs. Nous avons Danone, c'est pour ça que je disais mardi dernier, je ne vais pas revenir en détail sur Danone, donc j'y reviens maintenant. Je continue de penser, et ça n'engage que moi, que Danone est encore totalement sous-valorisé par rapport à ce qu'il était, puisque je rappelle quand même
que, attendez, j'ai changé d'actif. Moi, ce qui me plaît, c'est d'acheter des actions qui, avant la crise du Covid, étaient en parfaite tendance haussière régulière, qui se sont pris une tôle avec le Covid. Et je ne vois pas pourquoi Danone, qui est un titre, une entreprise qui est sous-cotée par rapport à ses concurrents, selon moi, offre encore des opportunités pour de l'investissement de long terme. Je ne parle pas de trading, hein. Je pense qu'il y a encore des opportunités sur Danone. Carbios, bon, vous connaissez mon attrait pour tout ce qui est technologie du futur et en particulier ce qui ont lié à l'environnement. Donc là, c'est le retraitement des plastiques. Edenred, les tickets restaurants, donc on voit mes prises de position en bas. Ici, je me suis jamais renforcé sur Edenred. Nous avons la Française des Jeux. Bon, bah, la Française des Jeux, j'en ai pris ici un petit peu et puis ça marche super bien. Je suis très content d'être dedans. Kering, le luxe, alors on en parlait la semaine dernière, donc vous avez mes achats encore ici. Donc on peut en parler parce que là, on peut déceler des opportunités de trading. Le range ici qui était qu'on avait évoqué la semaine dernière a été cassé, puis finalement on était arrivé sur un niveau de résistance important qu'on avait évoqué la semaine dernière. Les prix de travail, ce niveau de résistance, sont surachetés. Il m'apparaîtrait comme intéressant d'attendre que les prix reviennent à minima chercher la Kijun-sen ou la ligne de tendance pour éventuellement se renforcer. Et en tout cas, il est certain que si le marché l'accepte et le veut bien, quand le titre dépassera ses plus hauts historiques au-dessus des 112, je me renforcerai pour profiter d'une longue tendance que j'espère aussi longue qu'avant la crise du Covid sur le secteur du luxe, en sachant que, par exemple, en Chine, les dépenses et les achats dans le secteur du luxe reprennent de plus belle. Les maisons de retraite, moi, je n'ai que Corian. Bon, c'est un peu laborieux. Vous voyez, j'ai pris une position ici, un renfort ici, un autre renfort ici. Les prix sont actuellement en range. Donc c'est intéressant de faire un petit aparté sur Corian, comme ça j'aurai pas à le refaire tout à l'heure, hein. On essaye de faire les deux, de mixer en même temps. Je pense que Corian, j'en avais déjà parlé la semaine dernière, donc c'est un investissement de long terme, selon moi, incontestable dans un portefeuille de très long terme parce que malheureusement les vieillissements de notre population ne va pas s'arrêter et les besoins en EHPAD et en maison de retraite ne vont faire que croître, donc c'est un investissement d'avenir. Euh, il y a aussi Elena, il y a aussi Orpea, il faut voir et comparer, hein. Il y en a qui sont plus dans les murs et d'autres un peu plus dans les soins. Nous avons ici les prix qui sont en train d'atteindre la borne basse de cette dérive latérale. On en avait déjà parlé la semaine dernière. Je considère, et ça n'engage que moi, que dans l'hypothèse où nous aurions un ressaut, c'est-à-dire une mèche basse sous la borne basse de cette dérive latérale, il serait tout à fait opportun et possible, et encore une fois, je ne parle que pour moi puisque je ne délivre pas de conseils en investissement ni de signaux, il serait tout à fait opportun pour moi d'envisager d'acheter Corian, soit pour un renfort dans mon positionnement de long terme, mais ça serait plutôt en suivi de tendance, mais en tout cas pour mon autre portefeuille, parce que je vous disais, j'ai deux portefeuilles. Vous voyez, là, je suis sur Pro Real Time et avec Pro Real Time, je ne sais pas si vous le savez, mais maintenant, il est désormais possible d'avoir plusieurs portefeuilles avec un même compte. C'est quand même très pratique. Donc, moi, j'ai mon portefeuille investissement de long terme que vous avez sous les yeux en actions, en ETF, etc. Puis, j'ai un second portefeuille. J'y accède via trading ici ou social ou affichage, je ne sais plus. Ça affiche mes différents portefeuilles. Je peux passer des capitaux d'un portefeuille à l'autre. Je peux alimenter un portefeuille, mais pas le premier, mais juste le deuxième. Je peux faire un retrait sur un portefeuille et pas l'autre. Vraiment deux portefeuilles tout à fait distincts, mais liés à un seul et un même compte. Donc, quand j'entre en position en swing trading, que ce soit sur le forex, que ce soit sur les indices ou que ce soit sur les actions, c'est dans mon autre portefeuille, ce n'est pas sur ce portefeuille. Donc, dans mon autre portefeuille, si j'avais ici une mèche basse, je pourrais rentrer en swing trading pour aller chercher les 33,30, la SSB ici 34,34 et la haut de la dérive latérale ici à 35. La SSB est un peu haute par rapport à ce que vous avez l'habitude de voir dans le range. Ça, c'est la conséquence de la mèche haute que vous avez ici. Mais comme je disais en introduction, je ne fais pas dans ces revues de marché d'enseignement sur l'Ishimoku. C'est des choses qu'il faut savoir. Donc, en swing trading, ici, je pense que nous avons une opportunité de trading à condition que nous ayons un ressaut. Éventuellement, une augmentation des volumes serait sympa. Là, les volumes sont très écrasés, sont très faibles.
Voilà une opportunité de swing trading selon moi. L'Oréal, alors L'Oréal, j'ai acheté ici, je me suis renforcé exactement tel que je viens de le montrer sur Corian, et c'est ce que j'avais aussi dit mercredi dernier lors de la revue de marché de mercredi, c'était exceptionnellement mercredi. Nous avons typiquement ce que je viens de vous montrer sur Corian. Nous avons bien eu un ressaut ici. Et avec ce ressaut, bille en tête et sans attente de confirmation avec un autre chandelier, comme j'aime le faire, je suis, et comme je l'enseigne, et avec les raisons pour lesquelles je l'enseigne, je suis entré en position, non pas en swing trading, mais pour un renfort de long terme, parce que je considère qu'à terme, L'Oréal a de fortes probabilités. Alors, tout ce que je dis, je n'ai pas de boule de cristal, hein, ça n'engage qu'en moi, et je peux absolument me tromper. Hein. Le trading, c'est aussi la forte probabilité de se tromper. Mais en tout cas, je pense que L'Oréal a un avenir important devant lui sur les années à venir et pendant de nombreuses années. Donc, vous voyez, d'ailleurs, je m'étais renforcé ici aussi, vous voyez. Donc là, je me suis renforcé sur le bas de cette dérive latérale. Donc je ne suis pas rentré en swing trading, mais pour qui voudrait entrer en swing trading, je pense que c'était une opportunité. Mais cette opportunité, je l'avais déjà mise en lumière la semaine dernière. Donc, on va essayer d'aller un petit peu plus vite. LVMH, vous voyez mes positions sur LVMH. J'en ai là. Voilà, tac, on est en haut de la borne haute. Si la borne haute casse, je pense que comme Kering, on continuera à rentrer dans une tendance de long terme. NeoN, ben, j'ai beaucoup de chance. Je suis heureux d'avoir du NeoN dans mon portefeuille et je me suis renforcé sur la Kijun-sen en suivi de tendance, le fameux trend following. Et je l'ai montré sur Twitter la semaine dernière en disant regardez ce qu'est capable de faire la Kijun-sen, c'est-à-dire ça démontre bien que l'Ishimoku est un outil extrêmement utilisé puisque c'est la raison pour laquelle les prix réagissent sur ces lignes. Donc je me suis renforcé sur NeoN, donc est un titre extrêmement cher, hein, mais bon, ce qui est bon, c'est normal que ce soit cher, ce qui est qualitatif est cher. On reviendra sur les énergies renouvelables tout à l'heure. J'essaie d'aller un petit peu plus vite. Téléperformance, vous voyez mes prises de position ici. J'ai du Legrand en portefeuille, vous voyez mes prises de position. J'ai du Veolia, j'espère que ça va bien se passer avec le rachat des titres d'Engie, les titres de Suez détenus par Engie. J'ai du Dassault Systèmes en portefeuille. Vous voyez la flèche verte, vous voyez mon entrée, vous voyez la ligne d'entrée ici en position. Bien évidemment, j'ai du Samrise et j'ai profité, comment dirais-je, à tort ou à raison, mais en tout cas, puisque je montre les choses en transparence, je dois aussi les argumenter. C'est pas parce que je fais quelque chose que j'ai raison, mais en tout cas, je le montre. Jeudi et vendredi dernier, nous avons eu une belle correction sur les marchés. J'ai profité de la correction de Samrise sur la Kijun-sen qui s'entrelace dans la ligne de tendance pour prendre un troisième renfort en suivi de tendance sur le titre, les actions d'ingrédients naturels. J'ai du Vivendi en portefeuille. J'ai du Schneider électrique et je me suis renforcé, encore une fois, la semaine dernière, suite à la correction que nous ont offert les marchés en suivi de tendance. J'ai déjà expliqué maintes fois pourquoi je crois fort en Schneider électrique dans les années à venir. J'ai du Total à titre plus spéculatif et là, je me suis renforcé, rien du tout. Je ne sais pas où est la flèche verte, on la voit pas. Je ne sais pas pourquoi on la voit pas. Ah, où est-ce qu'elle est la flèche verte? Bon, je ne sais plus où est-ce que je suis rentré en position. Je suis rentré là puisque je suis en perte. Donc là, voilà la flèche verte. Voilà, je suis en perte. J'ai déjà expliqué pourquoi Total, parce que je pense que par rapport à tous ces concurrents pétroliers, c'est un titre qui est tout à fait sous-valorisé et il n'y a aucune raison qu'il le soit. Je pense que c'est un oublié du marché. Et j'aime beaucoup ce que fait Total concernant les énergies renouvelables et ses ambitions de sortir du pétrole pour ne faire que de l'énergie renouvelable dans les années à venir. Donc, je suis rentré aussi sur Total et EDP Renovables avec lequel je suis en perte. Je voulais rentrer sur une énergie renouvelable de plus et actuellement, vous voyez, j'ai acheté ici, mais c'est un investissement de très long terme, donc j'ai aucune crainte et je n'ai pas peur. J'ai profité des replis en imaginant que peut-être je n'aurai pas d'autres occasions plus tard. Voilà pour mon portefeuille action. Si on regarde les ETF, c'est où les ETF suivis ETF. Alors, je suis sorti, je l'ai indiqué, je vais vous le montrer alors parce que je les ai dégagés de cette liste du coup. Je l'ai indiqué sur Twitter, j'ai pas eu le temps de le mettre sur le forum.
Et ça me permet de faire cette introduction avant la suite, nous avons assisté à une forte prise de bénéfices jeudi et vendredi dernier sur les techs américaines. Il y a une crainte, est-ce qu'il s'agit juste de fortes prises de bénéfices? On va le savoir cet après-midi, ça risque de bouger, de remuer ou pas cet après-midi, mais en tout cas, cet après-midi à l'ouverture de Wall Street est tout à fait intéressante pour savoir si jeudi et vendredi dernier, nous avons assisté à une simple prise de bénéfices et que maintenant que ces prises de bénéfices ont eu lieu et que nous avons eu des corrections sur la plupart des titres Apple et autres sur les Kijun-sen, nous allons reprendre le sens de la tendance ou au contraire, est-ce que nous allons avoir une correction majeure qui serait quand même relativement saine et qui ne se remettrait en rien en question la tendance de fond? Est-ce que nous allons avoir des corrections majeures pour dégringoler vers les Kijun-sen weekly ou vers les droites de tendance weekly par exemple? Personne ne le sait. En tout cas, moi, j'ai pris une décision. Je suis depuis très longtemps en position sur. Alors ça, le SP500, on va aller voir tout à l'heure. J'étais en position sur les GAFAM. Donc, j'ai fait un faible bénéfice, hein, mais j'ai fait un bénéfice quand même. Vous voyez, j'étais un ETF qui, dedans, enfin, je dis les GAFAM, mais il y a du Microsoft, il y a du Apple, il y a du Visa, il y a du PayPal, il y a du Nvidia. Donc, je suis sorti de cette ETF en prévoyance, quitte à y rentrer, à y revenir plus tard. Je suis sorti du Nasdaq aussi. J'ai acheté le Nasdaq ici, enfin l'ETF Nasdaq, hein, veuillez m'excuser. L'ETF Nasdaq à 32, je suis sorti à 37,82, donc j'ai fait un très grosse plus-value. Je crains une correction supplémentaire et comme je crains une correction supplémentaire, j'ai décidé d'en sortir et d'encaisser les bénéfices. Ensuite, donc ces deux ETF ont disparu de mon portefeuille d'ETF. Donc on revient, je suis toujours sur l'ETF avec une prise de position ici, un renfort ici, sur l'ETF des technologiques européennes. Je suis toujours, et j'ai pas l'intention d'en sortir, sur l'ETF des nouvelles énergies et de toutes les énergies renouvelables, qui n'est pas éligible au PEA. C'est dommage, hein, je découvre que finalement le PEA, on en blablabla, mais le PEA, dès qu'on achète une action qui n'est pas française ou qui n'est pas sur Euronext, Amsterdam ou Belgique, ça coûte la peau du cul. Donc, quand on tient compte des frais et de la pauvre offre qu'il est possible d'avoir sur un PEA, je ne suis pas persuadé que finalement l'avantage fiscal soit, au bout de quelques années, si intéressant que cela, si on tient compte des frais. Et donc, voilà, l'ETF New Energy n'est pas en tout cas, il n'est pas sur Bourse Direct, il l'est peut-être ailleurs, mais je ne crois pas. Donc voilà, ça j'y reste. Celui-ci, il est éligible au PEA, le BNP Easy Low Carbon, c'est-à-dire les 100 entreprises européennes, les plus grosses valorisations européennes faisant les plus gros efforts de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà, il y a une correction, hein, c'est normal. Et donc là, si on venait taper la borne basse de cette dérive latérale, il y aurait quelque chose à faire à nouveau. Je suis entré depuis peu, enfin depuis peu non, puisque j'étais déjà dedans. Tiens, vous voyez, j'avais oublié, parfois j'oublie même ce que j'ai. J'étais rentré ici, je me suis renforcé, comme je suis sorti, j'ai pris de forts bénéfices sur le Nasdaq et sur le SP500 ETF et sur les techs américaines ETF. Je me suis renforcé sur un ETF que j'aime beaucoup. C'est le MSCI World, tout le monde le connaît, hein, puisqu'il y a même des analystes qui disent si dans votre PEA vous aviez qu'un seul titre, vous pourriez mettre le MSCI World, vous êtes le plus diversifié possible et ça pourrait être tout à fait suffisant. Donc moi j'ai le MSCI World SRI, c'est-à-dire ESG. Bon, j'imagine que vous savez ce que ça veut dire, et qui a la particularité, c'est-à-dire que on ne peut pas mettre plus de 5%, c'est-à-dire que chaque titre est équivalent à 5% de tout le. Donc ça permet d'avoir une volatilité quand même relativement réduite. Des frais de gestion qui sont somme toute assez faibles. J'aime beaucoup cet ETF, j'aurai un PEA, je pourrais avoir peut-être presque que ça dedans, ça ne me dérangerait pas. Et sur le PEA SP500, qui lui est éligible aussi au PEA, donc vous voyez, je suis rentré ici, j'ai pris des bénéfices ici, je suis rentré plus haut, j'ai repris des bénéfices ici. J'en avais beaucoup.
et j'ai sorti 50% de ce qui me restait vendredi dernier. Donc j'en ai encore en portefeuille, mais même si ça devait dégringoler à nouveau sur mon point ici de PRU, je resterai malgré tout très gagnant sur cet ETF que j'achète, comme vous le savez, depuis quasiment le mois de mars. Voilà pour mon portefeuille, j'y ai passé presque 20 minutes, c'est un peu long, donc maintenant je vais regarder avec vous les opportunités que j'ai décelées et je vais aller très vite parce que j'en ai beaucoup. Didier me dit qu'il est sur Bourse Direct, alors lequel, je ne sais plus. Oui, mais attention à ne pas confondre le BNPI Low Carbone, oui, mais le New Energy, je n'ai pas vu qu'il était éligible au PEA sur Bourse Direct. Bon, bref, peu importe, ça n'a pas d'importance. Alors, pourrait-on évoquer pourquoi il était intéressant de savoir quelle allait être la réaction de la Kijun et où elle irait à l'avance avec précision? Peut-on revenir brièvement sur ce point, me dit Michael. Alors, Michael, je ne peux pas le faire puisque j'ai dit, je ne sais pas si tu étais là au début d'émission, j'ai dit que ces revues de marché n'avaient pas vocation à vous enseigner l'Ishimoku et que parce que sinon j'aurais pas le temps, c'est pas que je ne veuille pas le faire, c'est que je n'aurai pas le temps. Si tu souhaites apprendre l'Ishimoku, tu as le site ici que je remets sous les yeux de tout le monde et tu peux aller poser ta question sur le forum et tu trouveras forcément quelqu'un pour t'y répondre. Alors, d'accord Didier, tu l'as, bon c'est très bien. Alors on me dit que le son est moyen, est-ce que vous pouvez me dire ce qu'il en est? Enfin une personne me dit. Tout est OK. Bon, très bien, parce que ça dépend parfois de la connexion des uns et des autres. Donc alors maintenant, regardons ensemble, maintenant que je vous ai montré en toute transparence mon portefeuille, les plans swing que nous avions étudiés ensemble la semaine dernière. La semaine dernière, je disais que selon moi, il y avait matière à s'intéresser à Amundi pour du swing trading. D'ailleurs, je suis entré dedans sur mon autre portefeuille tout à fait ici en bas et je serre les fesses. Bon, si je perds, je perds. Hein. Après tout, j'ai mon ratio. C'est comme ça fait partie des choses qui sont possibles. Je pensais qu'il était tout à fait possible d'envisager d'acheter Amundi sur la borne basse de cette dérive latérale, ce que j'ai fait, et je l'ai indiqué en temps réel sur le forum. Vous allez voir, Action Amundi, forum. J'ai indiqué en temps réel à quel niveau de prix je suis rentré, où j'ai fixé mon stop loss et où est mon take profit. Donc, ce n'est pas à la fois perdu et ce n'est pas non plus impossible de continuer d'envisager d'entrer sur Amundi, si ce n'est que quand même, malgré tout, la borne basse de cette dérive latérale a été cassée par ce chandelier et quand c'est cassé, c'est cassé. Donc, nous avons bien un doji ici, nous avons bien des chandeliers ici qui hésitent, les volumes sont faibles. C'est pas perdu, mais enfin, c'est pas en très bonne voie non plus, mais enfin à suivre. Nous avions parlé d'Ipsos en swing trading. Hein. Je ne parle plus d'investissement de long terme ici, mais vraiment de swing trading. Alors, je n'ai pas choisi le bon cheval, comme quoi des fois, hein, les règles que l'on se fixe peuvent provoquer aussi des déceptions, mais moi je n'ai aucune déception parce que avec le temps, je sais que parfois je gagne, je sais que parfois je perds, je sais que j'ai un ratio qui me permet de tenir longtemps sur les marchés et de dégager des bénéfices, même quand je perds plus souvent que je ne gagne. Donc, je n'ai aucun type de regret. J'avais dit mardi dernier qu'il était possible d'envisager, c'était mercredi, vous voyez, on était le 2 septembre, on était ici, que sur le titre Ipsos, si nous avions, comme j'aime, un ressaut, c'est-à-dire une mèche basse sous la borne basse de cette dérive latérale déterminée par le twist du nuage, bon, ici c'est facile, on n'a pas besoin du twist du nuage, on a un point en haut, un point en bas, on a des points en bas, le range il est visible par tout le monde, mais Ishimoku permet de le déterminer avant tout le monde lorsqu'il n'y a pas encore eu au moins 2 points de contact sur chacune des bornes grâce à son twist du nuage. Si nous avions eu un ressaut, c'est-à-dire une mèche basse sous la borne basse de ce nuage, de ce range, pardon, qu'il était selon moi, et ça encore une fois ça n'engage que moi, possible d'envisager d'acheter sur la borne basse de cette dérive latérale pour aller chercher la zone d'équilibre à 22,80, la borne haute de la dérive latérale à 24,15. Le trade est parti sans moi puisque je n'ai pas eu le ressaut et pour le moment il n'est pas trop mal parti. Donc c'était une belle opportunité de swing trading. J'ai évoqué Orange et Orange est encore à surveiller puisque ce que j'attends ne s'est pas encore produit.
Je suis très étonné de voir Orange dégringoler comme ça. Je pense que c'est un peu abusé. Donc si on regarde le graphique hebdomadaire, on voit que les prix viennent chercher ici une zone proche des 9 euros, c'est-à-dire les plus bas en niveau de clôture, et en dessous on a les 8,65. Donc selon moi, si jamais à partir du graphique daily, les prix, peut-être encore une fois, vont-ils partir sans moi ou pas? Si les prix m'offrent un ressaut, c'est-à-dire une mèche basse avec une clôture à l'intérieur du range, ce serait bien que ce soit accompagné d'un chandelier de retournement tel un marteau ou un doji, par exemple. Alors, j'envisagerais d'entrer en position avec un stop sous la mèche basse précédente pour aller chercher les 10 euros, par exemple, pour aller chercher les 10 euros, voire ensuite les 10,74 et pourquoi pas les 11 euros, voire même encore les 11,53, ça on verra après. Donc voilà pour Orange. Donc à surveiller toujours. Alors un plan de swing trading qui m'est apparu aujourd'hui que je n'avais pas évoqué la semaine dernière, c'est Prosus. Vous savez que j'étais sorti précipitamment de Prosus parce que j'avais eu peur. Parfois la peur fait encore partie de mes biais psychologiques dans le trading, mais finalement je ne le regrette pas d'avoir eu peur, même si après c'est reparti dans l'autre sens. Quand je prends une décision, en général, je la regrette rarement en matière de trading. Puisque là, il s'agit de trading et non plus d'investissement. Enfin, là, j'étais rentré en investissement. Prosus, qui détient plus de 30% des titres Tencent, hein, donc c'est la possibilité d'avoir du Tencent dans son portefeuille. Mais quand Donald Trump s'est énervé avec je ne sais plus quel logiciel de chat détenu par Tencent, c'était quand il s'est énervé aussi, c'était la période TikTok, je ne sais pas où ça en est, et bien forcément les prix ont dégringolé puisque Tencent était directement engagé dans cette guéguerre et donc forcément le titre Prosus aussi. Néanmoins, maintenant, je suis finalement pas mécontent de ne plus être dedans, de ne plus l'avoir dans mon portefeuille de long terme. Je ne pouvais pas imaginer ces attaques de Trump, sinon j'étais très content d'avoir acheté du Tencent quelque part via Prosus, via cette holding hollandaise dans mon portefeuille. Et là, ce que je constate, c'est que nous pourrions peut-être envisager de surveiller Prosus pour voir s'il ne va pas faire des rotations à l'intérieur de ce rectangle qui pourrait être d'ailleurs découpé de deux manières, hein, les fameuses poupées russes. Voilà, nous avons un premier rectangle ici. C'est toujours délicat d'acheter la borne basse d'un rectangle comme ça quand nous avons immédiatement en dessous un autre niveau de support visible par la masse. Moi, vu ces conditions et vu ce que je viens d'expliquer, je préférerais avoir un retour ici sur les 74 et avec un retour sur les 74, un ressaut, un chandelier de retournement, je pourrais envisager d'acheter Prosus pour faire du swing trading à l'intérieur de cette dérive latérale. Que penses-tu de Galapagos, me dit Christophe. Alors, ce que je vais te dire, Christophe, c'est que ce serait super si tu me posais les questions la veille. Là, j'en ai pas reçu, donc j'aurai peut-être le temps de le. Mais vraiment, merci de me poser vos questions d'analyse la veille par email. Comme ça me laisse le temps de regarder aussi, parce que je ne sais même pas ce que fait Galapagos. Comme ça, ça me laisse le temps de regarder et d'avoir la possibilité de l'analyser un petit peu en amont du webinaire. Et Henri, Prosus a pris la place d'Orange dans le CAC. Alors Prosus, il est pas dans le CAC, hein, c'est une action hollandaise. Non, mais Christophe, ne sois pas désolé, c'est avec grand plaisir que je peux le faire, mais juste pour indiquer qu'il est plus simple si vous me posez les questions la veille, mais je regarderai Galapagos tout à l'heure, en sachant que je ne sais pas de quoi il s'agit. Je ne sais pas ce que fait cette société. Alors maintenant que l'on a vu les plans de swing trading, j'en ai montré en regardant mon portefeuille tout à l'heure. On vient de voir Amundi, Ipsos, Orange, Prosus avec des plans presque immédiats sur Ipsos, Orange et Amundi. Il faut attendre un petit peu plus pour Prosus. Les opportunités, selon moi, d'investissement de long terme. Je continue de penser, malgré le fait qu'elles soient très hautes et qu'il serait sain d'attendre une correction importante pour pouvoir rentrer de façon sereine dans les actions, les titres des sociétés qui font de l'énergie renouvelable. Je continue de penser que c'est beaucoup de gens parlent de la tech, de la tech, de la tech, de la tech. Moi, je crois que s'il y a vraiment un secteur qu'il faut suivre de près, et qui est peut-être plus prometteur encore que la tech, c'est celui des énergies renouvelables.
Nous avons l'énergéticien allemand, par exemple. J'ai appris cette nouvelle en regardant un petit peu les nouvelles économiques. RWE, que tout le monde connaît, qui est une société très carbonée, hein, qui produit l'électricité via le charbon, qui vient de boucler une augmentation de capital, une forte augmentation de capital avec un succès énorme. Une émission d'actions qui n'était accessible que aux seuls institutionnels et non pas au grand public, où il y a eu 3 fois plus de demandes que d'offres. Et cette augmentation de capital est exclusivement réservée à des investissements massifs dans les énergies renouvelables. Donc une société très carbonée qui veut verdir son blason, on va dire. Et donc cet engouement, cette forte demande pour les titres de la part des institutionnels qui se sont battus, hein, puisqu'il y a eu beaucoup plus de demandes que d'offres, selon moi, ça démontre vraiment l'engouement et l'appétit des investisseurs institutionnels sur les projets d'énergie renouvelable. Donc, si les institutionnels et les grosses mains ont un fort appétit sur les énergies renouvelables, c'est pas pour rien. Donc, il me semble qu'il serait dommage de ne pas en profiter. Bon, ben moi, vous avez vu, j'en ai très largement profité hein, dans mon portefeuille. Et donc c'est pour ça que je propose de regarder à nouveau, puisque j'en parlais la semaine dernière, il y avait comment dirais-je, des replis en vue. Et donc, à mon avis, on n'en aura pas tous les jours des replis sur les actions, sur les sociétés les renouvelables. Donc, je vous parlais d'Iberdrola, par exemple. Iberdrola à suivre parce que il a quand même réussi, l'action a quand même réussi à casser ses plus hauts historiques, c'est pas rien, hein, le producteur d'énergie renouvelable espagnol, fort acteur. Euh, pour le moment, c'est certainement prématuré, mais je pense que si les prix venaient à rechercher ici le niveau des 10 euros, des 10,15 €, voire des 10,36 €, on n'est pas loin. Je me demande si ce ne serait pas le moment d'en profiter pour mettre de l'Iberdrola à long terme dans son portefeuille avant que ce soit trop tard. Cela comporte un risque. Le risque serait, mais bon, quand on rentre sur du très long terme, sur des années, c'est pas un risque majeur puisque on n'a pas un stop de quelques euros. Si le niveau des 10 euros venait à casser, nous avons immédiatement en dessous la Kijun-sen ici, alignée à la SSB, qui n'est rien d'autre que le niveau de 50% de toute la baisse Covid, qui a été reprise, toute la baisse Covid, retour au niveau des 50%. Donc, il n'est pas exclu que l'on ait un retour sur le niveau des 50%. Mais enfin, avant d'arriver aux 50%, déjà faut-il franchir le cap des 76,6 et c'est là où les prix semblent vouloir se pointer dans les heures, les jours qui viennent. Donc, si on n'a pas encore d'énergie renouvelable dans son portefeuille et qu'on a envie d'en avoir, alors sur le PEA, c'est plus compliqué parce que vu les frais de malade sur les actions espagnoles, c'est pas mal à avoir dans un compte titre. Mais sur un compte titre, par exemple, le niveau des 10, hein, 10,34, 10, 10,15 m'apparaît comme étant un niveau important à surveiller pour éventuellement mettre de l'Iberdrola pour du très long terme dans son portefeuille. Donc, alors encore une fois, ça n'engage que moi, je ne partage pas de signaux, je ne donne pas de conseils en investissement, je dis ce que je vois au travers de l'Ishimoku et ce que je vois n'engage que moi. Solaria qui a pris une belle tôle la semaine dernière, hein, jeudi et vendredi dernier. Alors peut-être que Solaria c'était un des chouchous des analystes espagnols. Je suis allé voir, comme je parle couramment l'espagnol, je suis allé voir sur les sites les équivalents de notre investir, de notre revenu, etc. en espagnol. Donc Solaria, les Espagnols, ils adorent. C'était leur champion. Donc le champion a pris une sacrée tôle, mais en même temps c'est normal, hein, il était tellement en tendance extrêmement haussière. Je m'interroge suite à cette pénétrante sur un niveau de support important qui reprend ce support. Je m'interroge s'il n'est pas opportun d'envisager de bientôt pouvoir mettre du Solaria dans son portefeuille. Alors, il y a un premier niveau de support qui est taquiné ici, hein. Il faudra voir comment est-ce que clôture ce chandelier en fin de semaine. On n'est pas dans l'urgence, nous ne sommes que mardi. Il serait plutôt opportun, surtout quand on investit pour des mois, des années, on n'est pas à quelques jours près ou à quelques semaines près. Le point d'achat idéal serait évidemment la Kijun-sen hebdomadaire. Cela dit, si le chandelier ici en daily
hebdomadaire ici, nous avons une confirmation de ce chandelier daily, c'est-à-dire qu'en hebdomadaire, on ne casse pas sous ce niveau. Probablement pourrons-nous assister à une période de dérive latérale qui va se matérialiser, veuillez m'excuser pour le mouvement brutal, qui va se matérialiser sur le graphique H4 comme on peut le voir d'ores et déjà. Nous avons ici le twist provoqué par la chute en haute tendance ici. Nous avons la borne basse de cette dérive latérale avec un magnifique avalement. Si en fin de semaine on est au-dessus de ces niveaux, je ne serai pas étonné que des personnes puissent éventuellement acheter dès maintenant et sans attendre le retour sur la Kijun-sen du Solaria. Alors, on continue avec les énergies renouvelables. J'ai essayé d'aller un petit peu plus vite parce que j'ai plein de choses à vous dire après aussi sur les techs françaises et sur d'autres ETF. Nous avons Vernier. Alors Vernier, je suis toujours un petit peu embêté parce que c'est un beau projet. C'est un producteur d'énergie renouvelable aussi. Avec de très très belles technologies qui a été extrêmement mal géré par le passé, ce qui démontre, c'est tout à fait le type d'action que je déteste acheter. C'est une capitalisation, il suffit qu'il y ait une grosse main qui rentre là-dedans pour que ça parte dans tous les sens, puisque ça ne vaut que 0,45 centimes d'euros. Néanmoins, la configuration, au niveau des finances et des comptes, Vernier est en train de, il y a une grosse amélioration, il y a vraiment une véritable prise en main. Bon, il y a Engie aussi derrière. Bon, vous regarderez les fondamentaux. C'est une société qui pourrait très bien être rachetée aussi. Et il y a un niveau technique majeur qui est actuellement travaillé, qui est la ligne de coût de ce creux en poêle à frire. Si ce creux en poêle à frire finit à casser, franchement, pour le moment, ce n'est pas du tout envisageable, puisque acheter des actions si peu liquides est extrêmement dangereux, vous le savez. Nous avons ici une succession de chandeliers de retournement au-dessus de la ligne de coût du creux en poêle à frire, donc ce n'est pas le moment d'acheter. Mais s'il y a un moment ou un autre, surtout qu'on n'est vraiment pas pressé, étant donné qu'on est vraiment sur les plus bas, on a le temps, à un moment ou un autre, si Vernier casse définitivement et avec un chandelier plein et non pas méché comme ça, comme on le voit ici, ce type de cassures ne sont pas à considérer comme des vraies cassures. Il faut un chandelier plein, très peu méché. Vous connaissez, si vous avez suivi ma formation, la signification des mèches. Vous savez ce que veulent dire les mèches. Quelle histoire importante elles nous racontent. On peut voir la mèche ici aussi. Le jour où Vernier aura cassé sa ligne de coup du poêle à frire, de la poêle à frire avec un beau chandelier plein, à ce moment-là, laissez courir une éventuelle début de tendance haussière. Et lorsque l'on aura un repli correct et conséquent sur cette ligne de tendance haussière, à ce moment-là, peut-être d'envisager de rentrer tout doucement dans Vernier. Ce n'est que mon point de vue, bien évidemment. McPhee, bon, j'en ai parlé la semaine dernière, il ne s'est rien passé, il faut attendre de casser en clôture hebdomadaire les plus hauts. Sinon, c'est extrêmement risqué de rentrer maintenant. C'est en train d'être travaillé, là on est en une semaine. Ouais, paf, tant qu'on ne casse pas, tant qu'on ne casse pas pour le moment, ça n'avait pas été le cas. Il y a eu un dépassement, vous voyez. Il y a eu ce chandelier qui est revenu. Tant qu'on ne casse pas très clairement les plus hauts ici, c'est difficile, à l'instar de Vernier, au niveau technique. C'est difficile, c'est pas comparable au niveau fondamental, mais au niveau technique, c'est difficile d'acheter du McPhee énergie là tout de suite, ici et maintenant. On en reparlera la semaine prochaine. Quand ça aura évolué, je ne pense pas que ce soit les meilleures opportunités. On a Alphen, on en a parlé, Alphen, qui nous a offert une magnifique opportunité. Je ne sais pas ce qu'il en est, je ne sais pas si ça va durer. C'est un peu comme les techs américaines. Regardez, nous avons Alphen qui est bon une action. Là, par contre, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu dernièrement. Là, c'est liquide, ça monte, ça a d'expérience, c'est beau. Est-ce que les prix ils vont revenir encore une fois chercher la Kijun-sen Weekly ici? Ce serait formidable. Un repli sur la Kijun-sen Weekly ici serait formidable pour réaliser des achats de très long terme et ne plus s'en sortir. Après, on n'est jamais, pour le moment, c'est tenu par la Tenkan-sen. La Tenkan-sen et l'éloignement de la Tenkan-sen avec la Kijun-sen est trop important. Il signifie qu'il y a toujours un surachat extrêmement important. Est-ce que les prix vont réussir à aller chercher cette Kijun-sen hebdomadaire ou est-ce qu'ils vont juste continuer à surfer ici sur la Kijun-sen daily et à partir de ce point reprendre le sens de la tendance? Ça, personne ne le sait. Donc, soit on prend le risque d'acheter ici en sachant que les prix peuvent à terme revenir chercher la Kijun-sen weekly, soit on attend que les prix reviennent chercher la Kijun-sen weekly et ils peuvent ne jamais y revenir ou en tout cas mettre de nombreux mois, voire années pour y revenir.
C'est ce qu'on voyait sur d'autres actions déjà. Donc sur du long terme, du très long terme, pour des années, acheter de l'Alfem maintenant avec, en supportant éventuellement que les prix retracent jusqu'à la Kijun-sen Weekly ne pose aucun type de problème. Et c'est peut-être une opportunité. Par contre, pour du swing trading, il est évidemment qu'on ne peut pas faire ça et qu'il faut attendre un repli plus important. Il faut bien différencier les deux types d'investissement. Alors, à mettre soit dans les techs, soit dans les greens, je ne sais pas. Nous avons les vélos, hein, Accel Group, toujours. J'en parlais la semaine dernière. Donc là, pareil, hein, tendance haussière, sous résistance, repli sur la Kijun-sen. Nous sommes dans une zone qui correspond à un cluster de support sur la ligne de tendance. Pour quelqu'un qui veut investir dans du Accel Group et garder cela pendant quelques années, je ne trouverais pas ça mauvais que de le faire maintenant. Si on fait du swing trading, évidemment, peut-être que ce n'est pas le moment et qu'il faut attendre au moins que les 27 cassent. Mais nous avons le niveau de 50% de toute la baisse Covid qui a été cassée. Il faudrait voir où se trouve, par exemple, le niveau de 76,6. Voilà, le niveau de 76,6 n'a pas été franchi. Donc l'idéal serait à minima d'attendre que le niveau de 76,6 soit cassé. Si le niveau des 76,6 est cassé, moi je pense qu'on a le feu vert pour y rentrer ça dans son portefeuille pour de nombreuses années si on cherche à rentrer quelque chose dans son portefeuille. Faut-il encore qu'il y ait de la place, puisqu'on ne peut pas tout acheter. EDP, Renovives, on l'a vu quand j'ai montré mon portefeuille, et Voltalia, que c'est celui que j'aime le moins parce qu'il est trop exposé au Brésil selon moi. Mais enfin, il vend plein de choses qu'il a au Brésil. Et vous voyez, j'ai vu qu'il avait fait là une grosse vente de. Alors regardez ce doji hallucinant hein, là sur le graphique hebdomadaire qui parlait quand même. Là, on est typiquement dans ce que je vous disais précédemment, c'est-à-dire que si on ne profite pas des opportunités qui nous sont offertes sur les Kijun Daily, malgré les chandeliers de retournement qui nous indiquent un essoufflement de tendance, une hésitation, mais qui ne donnent pas d'objectif, nous pourrions ne jamais revoir de repli sur la Kijun-sen Weekly, ou en tout cas, je ne sais pas quand. Donc, soit on attend et on est extrêmement patient, et c'est une excellente stratégie que d'être extrêmement patient, soit on se dit, merde, j'ai rentré aucune énergie renouvelable pendant le Covid, alors que j'avais d'incroyables opportunités. Si je ne prends pas une ou deux opportunités, je parle d'investissement de long terme, hein, pas de swing trading, sur les Kijun Daily, je risque de ne jamais avoir à nouveau une deuxième opportunité, en tout cas pas de sitôt, ou pas. Donc c'est pour ça que c'est tout à fait envisageable en investissement de long terme, mais ça l'est moins en swing trading. Bien. Alors je vois que vous n'avez pas de questions, pas de commentaires, donc je continue. Je continue alors avec des classiques Sanofi. Sanofi qui achète des biotech, qui est pas mal avancé aussi sur son vaccin, mais en retard sur ses concurrents mondiaux. À la fois, c'est difficile à savoir parce que les labos français sont très secrets et ne dévoilent pas grand-chose par rapport aux autres qui crient victoire un peu plus tôt, un peu trop tôt peut-être. Les Français ne disent pas grand-chose. Donc peut-être que nous pourrions avoir la surprise à un moment donné d'un labo français qui dégaine et qui dit c'est moi le premier. J'ai rien dit, mais moi, mon vaccin, nanani, nanana. Bon, on n'en sait rien. Bon, en tout cas, Sanofi ne fait pas que ça. Bien évidemment, il achète aussi, en ce moment, on a vu hein, toute une série de biotech. Il y a de beaux résultats sur certaines de ces sociétés concernant je ne sais quel cancer. Bon, c'est une action considérée comme défensive de fonds de portefeuille. Nous en parlions la semaine dernière, et la semaine dernière, je montrais ce canal haussier, vous voyez, la crise Covid, réintégration du canal, on est allé chercher le haut du canal, retour sur la borne basse du canal, et j'indiquais que l'idéal, c'est toujours d'attendre un ressaut, c'est-à-dire une mèche basse sous la borne du canal. En plus, c'est soutenu par la Kijun-sen qui représente 50% de toute la baisse du Covid. Et je considérais que ce cluster de support, on a aussi ici un support horizontal, vous voyez que j'ai tracé la semaine dernière, était probablement un beau point d'entrée pour du long terme sur Sanofi. Donc, entrer maintenant sur Sanofi pour garder l'action de nombreuses années m'apparaît comme étant tout à fait pertinent. Encore une fois, ça n'engage que moi. En swing trading, c'est plus compliqué parce que tant que les prix ne viennent pas taper la borne basse du canal ici, bon, on est embêté parce qu'on a des stops beaucoup plus courts. En investissement de long terme, on ne met pas un stop là, c'est totalement ridicule.
Mais en swing trading, si on doit envisager un stop, c'est plutôt un stop ici. Donc si j'achète ici, j'ai même pas le ratio. Tout dépend si je cherche à aller chercher le haut du canal. C'est jouable, mais il faudrait attendre de voir ce qui se passe à la fin de la semaine. Mais enfin, il serait quand même préférable d'avoir un ressaut ici, une touchette de ce cluster de support pour pouvoir entrer en swing trading avec un stop ici, et puis on va chercher le haut du canal en suivi de tendance. On peut aussi, c'est une autre opportunité, hein, je le dis jamais ça, parce que moi c'est pas comme ça que je procède en swing trading, je le fais, vous avez vu tous mes renforts en suivi de tendance sur mon portefeuille au début des missions, mais on peut aussi en swing trading rentrer ici avec un ressaut sur ce cluster de support, mettre un stop sous ce palier de Kijun-sen, et tel que je l'enseigne dans ma formation, on ne vise pas le haut du canal, on suit la tendance. C'est-à-dire qu'on ne sort pas tant que la Kijun-sen n'est pas recassée par le bas. Puisque si les prix remontent et vont chercher le haut du canal, la Kijun-sen va remonter. Donc à ce moment-là, tel que je l'enseigne dans ma formation, vous remontez votre stop sous le palier précédent de la Kijun-sen, et ainsi de suite, et ça peut durer des années. Hein. Et on peut faire de très jolis coups comme ça. Voilà pour Sanofi. Alors Veolia, on en a parlé. Total, on en a parlé. BNP. BNP, s'il y a une banque à laquelle s'intéresser, à mon avis, en France, c'est BNP. Donc moi, vous voyez, j'avais acheté hein, ici, tout à fait en bas, ici en swing trading, j'étais sorti ici, je suis très content. Et je ne suis pas mécontent d'être sorti. Donc voilà, ça fait des boîtes, une boîte. Et là, nous avons, contrairement à toutes les actions que je vous ai montrées précédemment, nous avons l'importantissime niveau de 50% de retracement de toute la baisse Covid qui n'a pas été franchi. Et qui se trouve être la borne haute, la SSB qui se trouve ici, alignée à la Kijun qui se trouve ici, la borne haute de cette dérive latérale. Regardez comme Ishimoku est bien foutu. La Kijun-sen se met en bas ici sur la borne basse de la dérive latérale et en haut ici la SSB, le niveau de 50%. C'était un niveau extrêmement important à surveiller parce que s'il y avait une rotation sectorielle dont on entend parler depuis la fin de semaine dernière, depuis qu'on s'interroge sur les prises de bénéfices sur les technos, il serait tout à fait intéressant de voir si les prix cassent ici en daily, je dirais, même pas en hebdomadaire. Si les prix cassent en daily, regardez, la tentative ici a échoué. Si les prix cassent en daily ici les 39,60, soit directement sur cassure, si cette cassure se fait proche de la Tenkan-sen, puisqu'on n'achète jamais sur cassure, excusez-moi. On n'achète jamais sur cassure lorsque les prix sont trop éloignés de la Tenkan-sen, hein, ça vous le savez si vous savez utiliser l'Ishimoku Kinkoyo. Par contre, si la cassure se fait proche de la Tenkan-sen, on peut acheter sur cassure, mettre le stop, je sais pas, au niveau de la Kijun-sen, par exemple, qui va remonter après la cassure, et aller chercher tous les niveaux de Fibonacci suivants. C'est-à-dire qu'ici, le niveau des 62%, qui est un niveau extrêmement important, je vous en ai parlé maintes fois lorsqu'on a fait tous les achats du SP500 depuis le mois de mars, de ce niveau, donc je ne vais pas vous en reparler maintenant. Vous allez regarder les revues de marché Forex du mois de mars et vous aurez toutes les explications sur ce niveau importantissime de Fibo qui est le niveau 50% et le niveau 61%. Les autres sont moins intéressants. Ils font des belles cibles, mais ils sont moins parlants, ils racontent moins d'histoires au niveau analyse technique et psychologie de masse. Donc BNP Paribas, s'il casse le niveau des 40, on va dire, je pense qu'on peut aller chercher le niveau des 43. Mais tant que ce n'est pas fait, on ne peut pas continuer. Moi, j'encaisserais mes bénéfices hein, si j'avais acheté en swing trading ici en bas, parce que le niveau de 50% ici de toute la baisse Covid est un niveau majeur, extrêmement important. Tant qu'il n'est pas franchi, on peut peut-être garder, mais en tout cas, on n'a pas de signal de continuation haussière. Qu'est-ce que j'ai vu aussi? GTT est très intéressant, GTT, parce que c'est un leader mondial incontestable. Je n'ai pas de GTT, mais j'aimerais avoir du GTT. On ne peut pas tout avoir. Je pourrais envisager d'avoir du GTT. Donc, alors, excusez-moi, je regarde mes notes. Leader mondial de la conception de systèmes de confinement à membrane cryogénique utilisés pour le transport maritime et pour le stockage du gaz naturel, qui vient d'annoncer une nouvelle commande de cuves pour 6 méthaniers. Je pense que c'est une valeur qui est intéressante à avoir en portefeuille pour du très long terme parce que c'est un leader mondial, un pure player incontestable dans son secteur. Le secteur du gaz naturel a encore de beaux jours devant lui. Et dans l'hypothèse, donc là, vous voyez, on a plein d'actions qui sont dans la même type de catégorie. D'ailleurs, regardez, on va tracer les fibos ensemble.
Et nous avons ici, regardez, le fameux niveau des 76,6. Donc à partir du moment où le niveau de 50% de retracement de toute la baisse Covid a été franchi, l'étape suivante, c'est le 61,8. Regardez comme c'est précis. D'accord? En général, après avoir tapé un niveau de Fibo aussi important que le 62,8, souvent, très souvent, les prix retracent sur le niveau de 50%. Et si sur ce niveau de 50% apparaissent des chandeliers de retournement, la voie est ouverte pour aller chercher le niveau des 78,6. Donc, nous avons deux possibilités sur GTT. Nous avons une possibilité d'investissement de très long terme, mais nous avons aussi des possibilités de swing trading. Regardez pour le moment comme la Kijun Sen soutient bien la tendance, la tendance qui conduit les prix du bas de la dérive latérale probable de la crise Covid du bas vers le haut, c'est-à-dire le niveau de 5% de retracement, puisque regardez, GTT était parfait, il s'est pris une grosse douille au mois de février, et puis petit, il remonte la pente tout doucement, et il la remonte de façon très semblable à celle qu'on a vue avec le SP500 qu'on étudie, etc. On casse le niveau de 50%, on va chercher le niveau suivant. Donc ici, au-dessus du niveau des 84 euros. Si les 84 euros cèdent, selon moi, la cible des 89 euros est engagée. Alors toujours pareil, je parle pas de timing, là je parle d'analyse. Il faut que ce soit proche de la Tenkan-sen, éventuellement avec repli. Là, ici et maintenant, non. Un retracement au niveau des 61% aussi, ici 62%, est une autre possibilité à envisager. Un retracement au niveau des 50% est une autre possibilité à envisager, cette fois-ci pour du très long terme, ou voire même pour du swing trading. C'est-à-dire que si les prix reviennent chercher les 50% ici, qu'on a des chandeliers de retournement qui se dessinent sur ce niveau de 50%, la voie est ouverte pour aller chercher à nouveau les 62%, voire même, comme je le disais tout à l'heure, les 76%. Donc soit on achète en bas sur repli, soit on achète sur cassure ici, et si on achète sur cassure ici, on peut même tenir la position de nombreuses années sur GTT, en swing trading, et de nombreuses années sur GTT, sur le... alors, je te répondrai tout à l'heure, Michael, j'ai vu ta question. Je vais finir maintenant, je vais aller très vite. Les techs. Donc les techs, moi je dirais méfiance, attention, si ça dégouline aux États-Unis, ça dégoulinera ici chez nous aussi. Alors nous avons Soitec. J'ai repéré Soitec, un des leaders mondiaux de matériaux de semi-conducteurs. Donc Soitec, tiens, fait peut-être une anticipation sur l'ouverture de Wall Street. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer, mais Soitec ici, c'est tout à fait intéressant parce que nous venons de voir, qu'est-ce qu'on a vu juste avant, GTT et autres actions avec le fameux niveau de 50% de retracement de Fibonacci de toute la baisse. Bon, là, c'est pas la baisse Covid, ça, depuis novembre 2019, puis accélération avec la baisse Covid, et puis retour sur les plus hauts, 100% de retracement de toute cette baisse. Tant que ce niveau des 115,50 n'est pas cassé, il n'est plus question, selon moi, d'envisager de rentrer sur Soitec. Je serais investisseur de moyen long terme, j'envisagerais même d'encaisser mes bénéfices sur ce niveau. Voilà pour Soitec. Par contre, si ça casse après repli, hop, c'est reparti. J'en parle parce que c'est très à la mode d'en parler, mais je n'ai pas d'appétence actuellement, en dehors de celles sur lesquelles je suis rentré, les majeures comme Dassault Systèmes ou autres, sur les technos. Donc nous avons, pas Alix, non, Walix, très à la mode, sécurité informatique, ah si c'est ça, sécurité informatique, donc là c'est pareil, sous résistance, donc tant qu'on est sous cette résistance, il n'y a rien à faire. Je dirais même plus la résistance de la SSB, regardez comme les mèches viennent taper pile poil le niveau de SSB ici aligné au niveau de Kijun Sen. Tant qu'on ne franchit pas ces niveaux, il n'y a rien à faire. Moi, je serais aussi partant pour encaisser des bénéfices sur Walix. Alors, je vais très vite parce que j'en parle juste parce que des gens me le demandent et puis parce que je vois que c'est très... Je regarde un petit peu de quoi parlent les gens sur les réseaux sociaux. Verimatrix, donc pareil, sécurité informatique, je pense que c'est des secteurs d'avenir. Proche d'une résistance ici, la mèche a presque tapé la résistance. Si j'étais dedans à moyen terme, j'encaisserais les bénéfices parce que là quand même on est confronté à un morceau majeur. Regardez toutes ces mèches par le passé ici, c'est vraiment un morceau majeur. Et j'attendrai que les prix repassent au-dessus des 3,20 € pour pouvoir envisager de prendre des nouveaux achats sur Verimatrix. Attention à la liquidité de ce titre.
si les gros appuient dessus, ça peut aller très vite. Moi, j'encaisserai. Sword, services et solutions informatiques. Très à la mode aussi, très surveillé, très haussier, 50%, 100% de retracement de toute la baisse depuis janvier 2020. 100% de retracement. À partir du moment où on a atteint 100% de retracement, soit on est dedans pour des années et on garde, soit il n'y a rien à faire, quoi. Soit on encaisse les bénéfices, soit on attend que ça casse. C'est pas plus compliqué que ça. Donc là, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Et pour finir, je vais faire un tour sur 2-3 ETF dont je voulais vous parler. En cas de rotation sectorielle, ou en tout cas, je trouve que on ne parle pas beaucoup en ce moment des industriels. Nous avons ici le SPDR MCSI Industrie, dans lequel vous allez trouver du Siemens, du Schneider Electric, du Vinci, de l'Airbus. Alors Airbus, bon, j'achèterai pas. Du Safran, du Deutsche Post, du Panalpina, le transitaire Panalpina. Euh, c'est pas inintéressant comme ETF. En cas de retour ici sur le niveau des 50%, on pourrait avoir un ETF comme ça, un peu de cet ETF dans son portefeuille de long terme. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Là, tout de suite, il est déjà très tard. Je vais aller regarder vos questions. J'aime bien celui-là, là, le Lixor Robotics. J'ai pas assez d'informations dessus. Mais faut que je fasse attention à mes biais. Très attiré par les technologies du futur, les énergies renouvelables, etc. Il s'est pris une belle douche jeudi et vendredi dernier, hein, avec les prises de bénéfices sur les secteurs de tech américaines. Mais j'aime bien cet ETF, je vais le surveiller. Je vais le surveiller. Après, à voir, je n'ai pas étudié sa liquidité, sa valorisation, ce qu'il y a dedans. Enfin, faut faire très attention quand même, hein. Nous avons toujours le Water PEA, hein, moi je pense que l'eau, bon, ben, c'est comme je parlais des maisons de retraite tout à l'heure, ça n'a rien à voir, mais l'eau, c'est un secteur absolument tendu, incontournable. Donc là, c'est un secteur SRI en plus, hein, ESG. J'y étais rentré, vous voyez, bon, j'avais arbitré, bon, j'étais sorti, ça bougeait pas assez vite. Bon, des fois, voilà, des fois on arbitre. J'avais mis autre chose à la place, j'avais pris mes bénéfices. J'y serais resté, je serais en parfaite ascension, sur magnifique tendance. C'est un ETF tout à fait intéressant. Nous avons, pour ceux qui ont peur d'avoir que du Nasdaq ou que du SP500 en ETF, nous avons le Amundi MSCI US RSI, qui est tout à fait intéressant parce que ce sont les plus grosses valorisations américaines, mais uniquement SRI. Et les secteurs SRI surperforment les indices globaux. Et c'est de plus en plus demandé et ça va être de plus en plus demandé. Donc moi, je suis pour l'investissement en ETF SRI. Celui-ci, il a une autre particularité, c'est qu'il a des frais de gestion extrêmement bas. Et il est tout à fait intéressant puisque aucun titre ne peut représenter plus de 5%. C'est-à-dire que c'est maximum 5% par titre. Donc c'est quand même équilibre parce qu'on a des ETF où tu as, je sais pas moi, 10% d'Apple, 5% de Nvidia. Là, c'est déjà, ça exclut tout le secteur des armements, du tabac, des jeux, enfin tout ce qui n'est. Et puis ça a une accentuation sur toutes les sociétés, les plus grosses valorisations américaines à caractère ESG. Et avec 5% seulement maximal par titre dans ce portefeuille. Donc si c'est moins volatile que le SP500 ou le Nasdaq par exemple, et ça m'apparaît comme étant tout à fait intéressant à mettre dans un portefeuille de très long terme. Un peu comme j'ai moi-même le MSCI World SRI, c'est-à-dire que je dois avoir 60% de titres américains, 9% de japonais, 4% d'allemands et 5% de français, ou le contraire. Et pareil, avec un maximum de 5% par titre. Voilà, je regarde si vous avez des questions. Je vais regarder. Alors, Michael me demande, j'ai une question un peu bête. Il n'y a jamais de questions bêtes, Michael. Jamais, jamais, jamais. On s'est tous posé des questions. On a tous un niveau d'expérience différent. Et quand on commence, on a des questions et elles ne sont absolument pas bêtes. Comment faites-vous pour sélectionner vos actions? Il y en a tellement. Alors déjà, je lis beaucoup. Je passe beaucoup de temps à m'informer. Je lis tous les journaux possibles et inimaginables économiques et
de titres. J'utilise des pro-screeners. Je m'intéresse à des catégories sectorielles qui me plaisent beaucoup. Et à force, je commence à connaître certains titres et aussi je m'intéresse en investissement de long terme uniquement à ce qui est haussier depuis très longtemps. Et j'ai une connaissance économique et des biais économiques qui font que, par exemple, même si Airbus était très haussier depuis très longtemps, j'achète surtout pas de l'Airbus, ni même du Renault si ça rebondit maintenant et comme on dit qu'on va revendre des Alpines. Je préfère certains secteurs autres que celui de l'aviation qui, à mon avis, va mettre beaucoup de temps. Donc, par exemple, si j'ai un titre, là, c'est du basique, hein, c'est de l'ultra basique, c'est juste à titre d'exemple. C'est juste à titre d'exemple. Si je prends Air Liquide sur une semaine, je m'aperçois que c'est un titre qui est en permanence haussier. Donc, si j'ai une opportunité d'y aller, j'y vais. J'achète pas un titre qui est en permanence baissier et dont un journal d'investissement me dit ah ben, ça serait peut-être le moment de l'acheter pour du long terme. Je ne fais pas ce type de choix. Donc déjà, ça filtre. Olivier dit merci Michael pour ta question. Que veut dire SRI? Ça veut dire ESG en anglais. Et Galapagos, donc une biotech. Alors je déteste les biotech, Alexandre. Je pense que c'est extrêmement risqué d'investir sur les biotech. D'ailleurs, les gens qui ont investi pendant le Covid dans les biotech ont senti leur douleur. Mais après, c'est peut-être une biotech qui. Alors, par exemple, voilà, ça répond aussi à Olivier. Il y a des secteurs qui ne m'intéressent absolument pas, comme par exemple les biotech. Galapagos. Waouh! Ben voilà, hein, un exemple typique des raisons pour lesquelles je ne m'intéresse pas aux biotech. C'est extrêmement volatile, c'est pas technique, c'est très 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 lié aux résultats médicaux. Comment s'appelle cette biotech qui a fait très mal là, pendant le Covid, qui faisait des recherches sur la maladie du foie gras et dont on a finalement, on s'est aperçu que ça ne marchait pas et qui a entraîné en perte des dizaines et des centaines et des milliers d'investisseurs qui avaient mis des billes dedans. Vous allez me le rappeler. Genfit, voilà. Donc voilà, moi, les biotech, là, je peux te faire une analyse technique, mais pourquoi ça dégringole? Ça dégringole pour des raisons techniques ou parce qu'ils ont encore des tests ou parce qu'on leur a dit que la recherche sur laquelle ils étaient ne fonctionne pas. Donc si on parie, c'est des paris, c'est plus du casino que de l'investissement ou du trading pour moi les biotech. Néanmoins, ici, la dégringolade s'arrête sur un support et d'un point de vue purement technique, nous avons ici la borne basse de toute cette baisse dont la SSB ici est toujours et encore le niveau de 50%. Et si chandelier de retournement il y a ici, ça veut dire que peut-être que la baisse va être momentanément en pause pour pouvoir permettre des rebonds. Jusqu'où iront ces rebonds, je ne sais pas. Mais il faut surtout comprendre pourquoi ça tombe comme ça. Il y a des raisons fondamentales. Je voyais quelqu'un qui achetait la borne basse de Jetlink il n'y a pas longtemps. Mais oui, mais acheter du Jetlink sur un signal technique, c'est très très bien, mais si on ne tient pas compte du fait que de la quarantaine ou des quatorzaines qui sont imposées des deux côtés de la Manche suite au Covid, et donc du commerce du tunnel sous la Manche, c'est un peu ballot. Donc c'est aussi ça, l'investissement et le trading. Don Toddy nous dit, je suis d'accord pour les biotech. C'est un truc d'initié, ce que nous ne sommes pas. J'espère que cette revue de marché vous a plu, vous a intéressé. Je pense que nous avons vu de nombreuses opportunités à la fois en swing trading et en investissement de long terme. À un moment donné, il faut savoir aussi entrer quand on investit en long terme. Il y a tellement de gens qui ont écouté des analystes bidons pendant le Covid qui leur disaient il faut pas acheter, il faut pas acheter, il faut pas acheter, c'est la fin du monde, attendons la fin du monde, attendons la fin du monde, et qui le regrettent maintenant et qui achètent au plus haut et qui sont encore en train de se faire sortir parce que ayant regretté d'acheter, de ne pas avoir acheté pendant le Covid, ils ont acheté ensuite au plus haut et maintenant ils prennent des stops avec les retracements. À un moment donné, quand le marché nous offre l'opportunité, surtout un investissement de long terme sur des années, il ne faut pas tergiverser non plus pendant 45 jours. Voilà.
Et en swing trading, donc nous avons vu Amundi, nous avons vu Orange, nous avons vu, bon voilà, je ne me rappelle plus lesquels, mais tout a été annoncé et montré dans cette revue de marché. Ainsi que vous avez vu tout mon portefeuille en introduction que je suis très content de montrer aussi parce que je pense aussi qu'il est intéressant d'écouter des gens, des analystes qui montrent aussi ce qu'ils font et pas simplement blablabla. Je vous souhaite une excellente journée et je vous remercie de votre écoute. N'oubliez pas de retweeter quand je vais publier cette revue de marché qui sera publiée sur YouTube, sur Twitter, et puis de faire des commentaires, de la commenter, de faire connaître mon travail si vous l'appréciez. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre gentillesse, de votre bienveillance et de la qualité de vos questions. Bye bye.